Beaucoup me demandent souvent pourquoi les groupes environnementaux ne s'occupent pas de l'ingénierie climatique. Ils semblent plus préoccupés par la protection de leur association à but non lucratif qu'ils ne le sont par la protection de l'environnement. Ignorer et dissimuler la vérité sur les sources vérifiables des dommages causés à l'environnement, ce n'est pas une protection, c'est une trahison totale, c'est le même comportement frauduleux que nous voyons de la part de toutes les grandes entreprises mondiales qui obéissent à la structure du pouvoir tout en décimant la biosphère entière dans le même temps. Le fait de fermer les yeux sur cette situation ne nous sauvera pas de la réalité de l'effondrement de l'environnement à court terme auquel nous sommes confrontés. Voici l'essentiel. Il ne peut y avoir de discussion légitime sur le climat ou l'état du climat sans inclure d'abord et avant tout la question de l'ingénierie climatique. Nous n'avons pas de représentation politique pour quiconque s'intéresse à la sauvegarde de notre Terre, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a une augmentation continue d'une coopération malsaine entre tous les grands médias et les forces en coulisses qui sont responsables de la destruction de l'environnement. Beaucoup de gens ont essayé de nier l'existence de ces programmes parce que selon eux, s'ils existaient, les gens feraient la queue pour les dénoncer, ce qui est parfaitement faux. Quand on sait qu'avec les moyens de surveillance modernes, chaque mot que quelqu'un d'importance prononce est enregistré quelque part par quelqu'un d'autre, et quand on sait ce qui arrive à des dénonciateurs comme Julian Assange, pourquoi quelqu'un ferait la queue pour dénoncer ces types de programmes en sachant que cela détruira au minimum leur vie? Même si la moitié des pages ont été complètement effacées et d'autres partiellement, le fait qu'ils m'ont fourni ces informations et ont reconnu que oui, ils étaient conscients que c'était de la géo-ingénierie, ils étaient au courant, ils savaient que cela se passait, et ils surveillaient et faisaient partie de cela. Donc c'est en train de se passer, aucun doute là-dessus. Si ces programmes étaient d'une quelconque bienveillance, pourquoi y aurait-il une ordonnance de non-publication fédérale illégale sous laquelle sont placés tous les employés du service national de la météo et de la NOAA, ce qui est un bâillon fédéral illégal? Eh bien, cela devrait vous indiquer tout de suite que tout ceci se passe à un niveau très élevé, évidemment. Donc, ils ne répondront pas aux questions sur ce sujet. Ils nous donnent des informations bidons sur ce qui se passe. Les gens qui nous disent ce que nous devrions faire nous égarent. Et ils doivent répondre de leurs actes au terme d'une enquête solide sur ce qui se passe. Si vous regardez la richesse totale que nous pourrions créer sur la Terre, si nous créons un système financier qui soutient la vie et qui est en alignement avec celle-ci, je vous dirais que notre richesse financière actuelle représente moins d'1% de ce qui est possible. Nous n'avons pas de problèmes économiques sur la Terre, nous avons un problème politique. Mais l'économie est tellement sous-optimisée, et c'est à cause de cette force qui la contrôle du haut vers le bas. Donc, quoi qu'il se passe, je dis qu'il faut le dire aux gens parce que vous savez, le peuple peut le gérer, le peuple peut, quel que soit le problème, s'en occuper et le résoudre. Donc je suis pour la transparence. Et je sais que si suffisamment de gens font pression pour avoir assez de transparence, nous pourrons le faire. Une sorte de substance étrange trouvée par un scientifique, un homme du sud-ouest de l'Arkansas, pourrait faire partie d'un test gouvernemental. Le reporter d'investigation de KFC News 12, Jeff Burrell, nous montre les résultats de tests que nous avons effectués sur ce qu'il y a dans notre ciel. Cela commence comme des traînées de condensation normales, provenant d'un moteur à réaction, mais elles ne s'estompent pas comme une traînée de condensation normale. KFC News 12 a obtenu l'échantillon testé dans un laboratoire. Le résultat était un taux élevé de barium, 6,8 parties par million, plus de 3 fois le niveau de toxicité fixé par le PA. Nous sommes sur le point d'entrer dans la salle blanche où nous allons examiner les échantillons par microscopie électronique à balayage. La microscopie électronique à balayage fournira des informations sur la taille des particules distribuées. Nous serons en mesure d'obtenir des analyses élémentaires. Le but de cette technique est de prioriser nos échantillons pour une imagerie plus avancée en aval, une imagerie à plus haute résolution, en particulier par microscopie électronique à transmission. Je mets une nouvelle paire de gants. Nous allons commencer par l'échantillon numéro 8. C'est un vierge qui a été collecté sur le vol retour, sans flux traversant. Ce filtre doit être exempt de toute particule. Je vais donc utiliser ces ciseaux et ces pinces
qui ont été nettoyés avec de l'isopropanol et de l'acétone semblant, avec ces chiffons sans poussière. Voici la série d'échantillons qui nous intéressent. Les échantillons numéro 9, 10 et 11, qui ont été collectés pendant le vol de retour, où l'avion a traversé une couche nuageuse induite. Le numéro 10, je pense, est celui qui a traversé une couche nuageuse quelque part entre 17 et 19 000 pieds. Je vais prendre le temps de nettoyer les instruments entre chaque échantillonnage. Voici l'échantillon numéro 9, près du centre. Je l'ouvre pour m'assurer que la surface qui a reçu les particules est tournée vers le haut. L'échantillon numéro 9 est terminé. Maintenant, nous traitons le numéro 10. C'est un échantillon supplémentaire vierge qui a été prélevé après l'atterrissage de l'avion, en plus des 3 échantillons contenant des particules prélevées en cours de vol. Nous avons donc un vierge avant la mission et un autre à la fin de celle-ci. Avant l'imagerie, ces échantillons sont recouverts d'une fine couche de platine. Le platine aide à extraire l'excès de charge ou d'électrons et de les drainer vers le substrat. Et maintenant, nous allons traiter les échantillons pris dans la couche nuageuse induite. Nous avons quelques particules brillantes. Cette particule ici est probablement celle sur laquelle nous ferons l'analyse la plus poussée. Donc l'image générale que nous voyons maintenant représente les fibres de verre du filtre lui-même, et les particules brillantes ou les zones brillantes que nous voyons sont des zones fonctionnant dans le mode dit de rétrodiffusion de ce microscope, qui collectent les électrons qui sont rétrodiffusés, en particulier les composés à centre métallique. Mais vous pouvez clairement voir les zones contrastées plus claires et plus sombres, suggérant qu'il s'agit d'un agrégat. Certaines des plus petites particules que nous voyons ici sont de l'ordre d'environ 415 nanomètres de long. Mais il y a aussi des particules plus petites. Donc, les électrons rétrodiffusés, typiquement, plus le numéro atomique est élevé, plus le signal est clair. Ceci étant dit, nous allons regarder les points brillants et ensuite les analyser. Le verre lui-même semble contenir du sodium. On dirait de l'aluminium, du sodium et du silicium, du calcium, du potassium. La raison pour laquelle cela a attiré mon attention est que c'est plus sombre que tout le reste, et cela contient beaucoup de petites particules. Ouais. Ceci nous donne beaucoup d'informations. Ça identifie les filtres qui ont qualitativement plus de particules que les autres. Plus de matériaux. Vous savez, en gros, nous voyons plus de matériaux sur le filtre. Cela nous donne aussi des informations sur la taille des particules et le potentiel d'agrégat que nous pourrions avoir dans les échantillons. Du sulfure de barium, encore une fois. Le sulfure de barium est intéressant. Il essaie d'obtenir une image à plus haute résolution pour voir s'il s'agit bien d'une seule particule, ou s'il y a des preuves qu'il y a un agrégat de particules plus petites. Donc, le point fort de cette expérience semble être le fer. Dans ce champ, nous avons un ici, 2, 3, 4, et j'ai fait une analyse sur chacun d'entre eux. Ils semblent tous être plutôt similaires dans leur composition. Bien, ceci est définitivement composé de beaucoup de particules plus petites, donc il s'agit peut-être d'un amas.
Nous venons d'analyser 3 zones différentes. Cette particule semble être riche en aluminium. C'est un gros flocon. Il y a un peu d'argent aussi. Oui, et en termes d'aluminium, comme la signature d'aluminium que nous obtenons des fibres de verre elles-mêmes, cette particule est beaucoup plus grande, bien plus grande, oui. Alors regardez ça, oui, c'est de l'alumine. C'est facilement 3 fois le silicium. Je pense que le silicium et l'aluminium sont assez semblables. Donc le verre, donc ici si vous regardez juste la fibre de verre, le silicium est significativement plus grand que l'aluminium. Donc cette particule-là est principalement de l'aluminium. Donc en mesurant celle-ci, juste ici, elle est en dessous de 70 nanomètres. OK? Bien. Dans les échantillons de précipitation que nous avons étudiés dans le passé, les particules d'oxyde d'aluminium que nous avons vues étaient de l'ordre de 40 à 60 nanomètres. Donc c'est cohérent avec la taille que nous avons constatée dans les événements de précipitation. Encore une fois, ces échantillons ont été collectés directement dans l'air. Il n'y a pas beaucoup d'approches ou d'instruments que vous pouvez utiliser pour observer ces nanomatériaux. Je veux dire, ce sont des tailles de virus et donc le seul équipement ou instrument qui est disponible et approprié pour identifier ces matériaux est un microscope électronique de transmission à haute résolution. Cela nous permet non seulement de déterminer la taille des particules, mais aussi leur composition, à l'aide d'une technique appelée spectroscopie élémentaire dispersive, réalisée par ce grand microscope. Cela nous donnera des informations sur la morphologie des particules, leur composition, et nous pourrons voir l'espacement cristallin, c'est-à-dire les espaces des cristaux eux-mêmes. Donc nous parlons de techniques microscopiques à haute résolution, qui sont vraiment la seule façon de pouvoir les observer directement. La morphologie est importante, parce que ces matériaux produits sont vraiment d'une gamme de taille limitée, et nous l'avons déjà vu dans les échantillons que nous avons analysés à partir d'autres sources. American Element produit beaucoup de ces nanomatériaux, et vous pouvez même les acheter en ligne. La taille distribuée de ces particules d'ingénierie est plutôt homogène. Ouais. Wow, on dirait qu'il y a de l'aluminium. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est lui dire de calibrer au pic d'aluminium. Donc maintenant, il va passer par des processus où chacun de ces gains est calibré. Wow, je peux vous dire que ce que je vois en ce moment est de très loin supérieur à la dernière fois que j'ai produit ce genre d'illustration. Donc tu vois, on a 2 calcium, ok? K alpha et K bêta, ok? Ce pic de barium est probablement un élément M. Voici votre barrière majeure. Ouais, et ensuite, vous avez les autres variables correctes, triples, quadratiques. L'importance de ces résultats est qu'à ma connaissance, c'est la première preuve de nanomatériaux collectés directement dans les émissions des avions. C'est la première fois que cela est rapporté ou reconnu. Il y a aluminium et aluminium. De cette manière, vous savez, les gens qui sont impliqués dans la destruction de notre belle Terre s'en sortent, parce que la croûte terrestre est composée de silicate d'aluminium. Bien que l'on puisse trouver des traces d'aluminium dans presque tous les sols, seules les argiles contenant 50 ou 60% d'aluminium et connues sous le nom de bauxite sont exploitées pour une production commerciale. Donc, leur argument est que nous avons toujours eu de l'aluminium dans le système et que notre corps sait comment le gérer. Bien, il y a une différence entre créer des nanoparticules d'aluminium ionisé qui n'existent pas dans la nature, qui est un matériau hautement agressif, qui cherche à réagir chimiquement avec d'autres choses. Le processus chimique atteint son apogée dans ces énormes cuves, où l'alumine extrait du minerai est précipité dans une solution caustique. Puis la teneur en eau est éliminée dans des fours rotatifs géants, ce qui donne cette poudre blanche et pure, connue sous le nom d'alumine.
Et une quantité toujours plus importante de cette alumine est utilisée dans l'industrie chimique, dans les produits de conditionnement des sols, dans les abrasifs et dans de nombreuses autres applications. Les particules d'aluminium sont très réfléchissantes et servent donc les objectifs déclarés des ingénieurs du climat, qui sont de réduire la lumière directe du soleil. Les nanoparticules d'aluminium sont également de puissants desséchants, qui absorbent l'humidité atmosphérique, réduisant ainsi l'humidité relative de l'atmosphère, ce qui fait dérailler et perturbe l'ensemble du cycle hydrologique mondial. Les nanoparticules de différents matériaux sont produites pour de nombreuses raisons différentes. En fait, elles sont présentes dans les cosmétiques. Les nanoparticules d'oxyde de titane sont utilisées dans les écrans solaires, ainsi que l'oxyde de zinc. Donc, ce n'est pas une nouvelle invention. Ce qui s'est passé récemment, et encore une fois, mes connaissances sont principalement les effets médicaux et sanitaires, c'est que nous avons appris à manipuler et à créer des nanoparticules à des fins spécifiques. Nous avons une quantité explosive de laboratoires nationaux qui font des recherches sur les nanomatériaux. Et c'est effrayant, parce que premièrement, chacun d'entre eux est toxique pour le corps humain, et deuxièmement, parce que chaque nanoparticule absorbe les radiations gigahertz. Les nanoparticules n'ont rien à voir avec le matériau d'origine dont elles proviennent. Donc, l'aluminium sous forme nanométrique peut littéralement exploser. Il peut être enflammé à une température beaucoup plus basse. Sous cette forme, une autre propriété inhabituelle de l'aluminium apparaît. En suspension dans une peinture, les particules de poudre flottent à la surface et forment une couche continue d'aluminium sur la zone à couvrir. Ce bouclier d'aluminium fournit une protection contre les intempéries, réfléchit la lumière et la chaleur presque aussi efficacement qu'une feuille d'aluminium solide. L'aluminium est l'un des deux métaux, avec le fer, qui existent dans un état triplé. Chaque plus signifie qu'il manque un électron. Et donc, les sels d'aluminium sont le métal le plus déficient en électrons et sont donc très très réactifs aux protéines à l'intérieur de nos cellules, qui elles sont chargées d'électrons. Et donc, l'aluminium crée des liens très forts avec les protéines de nos cellules, ce qui signifie qu'une protéine qui a incorporé de l'aluminium devient une protéine dysfonctionnelle. Nous avons environ 200 000 protéines qui fonctionnent dans notre corps. C'est ce qui crée votre testostérone, c'est ce qui crée votre insuline. Tout cela est fabriqué par des protéines intracellulaires et celles-ci sont contaminées par l'aluminium et deviennent hautement dysfonctionnelles. Aucune créature n'a jamais été capable d'utiliser l'aluminium. Il n'y a aucune créature, aucun virus, aucune bactérie, aucun champignon, rien qui ne se développe grâce à l'aluminium. L'aluminium est mortel pour toute vie sur Terre. Dans la défense nationale, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'aluminium est partout dans l'air, sur le sol et sur la mer. L'aluminium polyvalent est au service de nos combattants. Et c'est là le problème des constituants qu'utilise la géo-ingénierie, car ils sont similaires à des éléments qui sont dans des opérations au sol. Que vous soyez à proximité de pièces d'avion contenant du chromate de strontium, que vous soyez impliqué dans le changement de plaquettes de frein qui implique du barium, le pliage de métaux en aluminium pour différentes pièces, toute cette contamination peut être expliquée par leur exposition. Mais la question est de savoir si ceux qui ne travaillent pas dans ces secteurs et qui présentent ces symptômes, d'où ces symptômes viennent-ils ? Je pense que dans les prochaines heures, nous allons voir que le ciel va s'ouvrir un peu avant que les nuages ne reviennent. C'est la nébulosité élevée que nous connaissons. C'est la haute teneur en nuages qui nous arrose venant du nord, et il y en a plus en amont pour nous, plus tard dans l'après-midi, jusque dans la soirée. Mais nous avons eu affaire à une grosse activité militaire en termes de paillettes. Pour la première fois hier, et c'était très amusant. Et c'est là que les militaires déversent les minuscules particules de plastique ou de millars métalliques dans l'atmosphère. Et quand vous voyez cette sorte de modèle comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce sont en fait de petites bandes magnétiques, que ce soit de l'aluminium
Puis vous voyez ces bandes de couverture nuageuses très distinctes qui se déplacent vers la région. Ce qui n'est pas de la pluie, ce qui n'est pas de la neige, croyez-le ou non. Les avions militaires qui traversent la région larguent des paillettes, de petits morceaux d'aluminium, parfois en plastique ou même des produits en papier métallisé. Mais ils sont utilisés pour lutter contre les radars. Il est évident qu'ils sont là-haut en train d'expérimenter. Ils ne veulent pas le confirmer, mais j'étais dans le corps des marines pendant de nombreuses années, je peux vous dire que c'est ce que c'est. Donc nous avons procédé à l'analyse de ces nanomatériaux et nous avons confirmé de manière concluante qu'il y avait des nanoparticules d'oxyde d'aluminium et de sulfate de barium dans les échantillons que nous avons prélevés sur la côte Est lors du second vol. Pour moi, ça serait suffisant, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe sur la côte Ouest. Est-ce que les mêmes types de résultats peuvent être recueillis dans différentes régions? J'ai été très reconnaissant de pouvoir faire partie d'une troisième mission d'échantillonnage. Nous avons volé de San Diego jusqu'à la zone de la baie de San Diego. Le retour s'est fait par un de ces jours où il y avait à nouveau des preuves évidentes d'une configuration du ciel induite par les émissions des avions. Dans cette mission d'échantillonnage, deux choses étaient différentes. L'une est que nous avons utilisé un Learjet. C'est une cabine pressurisée, pour commencer. Et nous pouvons atteindre des altitudes plus élevées beaucoup plus vite. Et nous avons utilisé des instruments qui étaient appropriés pour les petites particules. Nous avions des instruments pour contrôler la qualité de l'air en temps réel. Nous avions deux compteurs de particules à bord, l'un mesurant les PM2,5, donc des particules relativement grosses, celles qui nous préoccupent, ces particules respirables, qui pénètrent dans nos poumons. Et nous avions également à bord un compteur de particules qui descendait jusqu'à 20 nanomètres. Ce compteur, combiné au compteur de particules plus grosses, nous a permis de faire une évaluation complète des matériaux allant de 20 nanomètres à 2,5 microns. Les filtres que nous utilisions étaient d'une taille de 0,1 micron, ce qui correspond à des pores de 100 nanomètres qui capturent beaucoup plus de nanomatériaux libérés. Ce que nous respirons dans les cabines pressurisées est en fait de l'air extérieur. Il est aspiré devant les moteurs. Une partie du flux de l'air va dans le moteur pour alimenter le processus de combustion. Et ensuite, l'air de purge, prélevé directement de l'extérieur sous pression, est utilisé pour pressuriser la cabine. Et nous pouvions l'échantillonner directement à partir des évents. Donc nous avions une petite baguette d'échantillonnage que nous pouvions maintenir sous les vents. Et la baguette d'échantillonnage prélevait les particules ultra fines. Nous avons échantillonné à travers une de ces couches confluentes. Et en passant à travers cette couche, le compteur de particules plus grosses lisait l'air ambiant de la cabine. En ce qui concerne les particules ultra fines, le compteur de nanoparticules a montré clairement qu'il y avait des particules plus petites en nombre significatif présentes dans cette couche. Et c'est important. Je veux dire que ce n'est pas seulement le nombre de particules que nous avons observées, mais aussi qu'elles étaient confinées dans cette gamme de taille plus petite, au-dessus et en dessous de la couche. La qualité de l'air était assez bonne concernant le compteur de nanoparticules plus petites. Mais à l'intérieur de cette couche, il y a des preuves évidentes qu'il y a de plus petites particules en nombre très significatif, et cela a une importance parce que cette condition émergente, connue sous le nom de syndrome aérotoxique, où les hôtesses de l'air et les pilotes deviennent allergiques à leurs propres avions, n'a vu ses causes identifiées à ce jour. Mais les nanoparticules de ce type peuvent provoquer des réactions allergiques et les mêmes symptômes qui sont ressentis par tous ces gens dans l'industrie aérienne maintenant. Les données que nous avons collectées en utilisant le compteur de particules sont déjà convaincantes en termes de nanoparticules présentes dans la couche induite. Il faut maintenant une étude plus large, une contribution de la communauté scientifique plus large, ainsi que des professionnels de la santé. Mais cela prend du temps. Et à mon avis, nous n'avons pas ce temps. Ces matériaux resteront avec nos enfants pendant toute leur vie, aussi longue ou courte soit-elle. Nous n'avons pas vraiment le temps de dire que des recherches supplémentaires sont nécessaires, bien qu'elles le soient, mais pas en même temps que nous continuons à disperser ces matériaux et à affecter la population humaine. À l'est et à l'ouest, de vastes zones forestières ont été pulvérisées pour tuer les insectes destructeurs. Ce travail par avion est important.
il a un effet indirect sur tous les Américains. En voici un à suivre ici. Remarque que rien ne sortait. Rien. Il a juste allumé son spray. Il a allumé son spray à l'instant. Avec les compagnies aériennes commerciales, vous n'aurez pas ce genre d'intersection convergente, même s'ils sont à des altitudes différentes. Mais la chose importante à considérer est qu'il n'y a pas de nuages naturels dans le ciel. Tout ce qui est dans le ciel est un aérosol provenant de l'arrière d'un avion. Quiconque dit que cela ne peut pas affecter la météo ignore tout simplement la logique et la réalité. Les grimpeurs de rochers ont cette mentalité qui leur fait affronter la réalité. Si vous ne le faites pas, vous pouvez finir en bas de la falaise parce que la gravité vous y emmènera. Quand je vois le capitaine là-bas qui se profile au loin, je pense à toutes les fois où j'ai ressenti que cet endroit me procurait tellement de choses en tant qu'être humain pour faire l'expérience de la vie. On ne peut pas s'en désintéresser, on doit s'y intéresser, on ne peut pas s'en désintéresser. Ce n'est pas humain, ou c'est un humain qui a été conditionné pour ne plus être un être humain. Tout le spray qui a été mis dans notre atmosphère est apparemment descendu et il affecte l'environnement. Vous voyez tous les arbres qui sont morts et qui sont en train de mourir en ce moment même. Vous pouvez voir ce qui ressort, tous ces arbres bruns qui font tache, quasiment dépourvus de toutes aiguilles. Et ça progresse sur tout le versant de la colline, même sur le haut de la pente. Si vous regardez le versant arrière, je veux dire qu'il y en a partout, c'est vrai. Il n'y a pas de verre uniforme. Il y a juste différentes couleurs de feuilles mortes et de feuilles en train de mourir. C'est tout ce que vous avez. Quelle idée que nous soyons là à ce moment de l'histoire à faire face à cette folie. Peut-être que dans 2 ans, nous ne pourrons même plus nous tenir ici. Il a été prouvé que cela se passe dans tout le pays et dans le monde entier. C'est censé être le Yosemite, un trésor national, un site du patrimoine mondial. Vous voulez prendre une photo? Qu'allez-vous voir? Les opérations de génie climatique saturent notre atmosphère avec des particules qui diffusent la lumière et qui altèrent le spectre lumineux qui atteint la surface de la Terre, ce qui à son tour affecte la photosynthèse. La lumière du soleil qui traverse cette couche sert d'appui à la fréquence de ces toxines. Lorsque vous êtes exposé au soleil, il y a ce halo gris entre vous et lui, et sa lumière brûle. Et la sensation est très désagréable, et vous finissez par vous sentir misérable à la fin de la journée. Alors que lorsque le soleil traverse un ciel bleu clair, vous pouvez attraper un coup de soleil si vous vous exposez trop longtemps, mais c'est une chaleur agréable que vous obtenez. On nous a dit que la couche d'ozone se reconstitue, mais c'est un mensonge flagrant, c'est une dissimulation. Nous sommes bombardés de dangereuses radiations UV, pas seulement UVA et UVB, mais UVC, le dernier spectre des UV avant les rayons X. Donc, si nous avons 10,5 mW par centimètre carré, que nous soustrayons les UVA, qui, je crois, étaient de 4,3 mW par centimètre carré, on se retrouve avec environ 60% du total des UV entrants qui sont des UVB, et c'est tout simplement hors norme. Il est bien connu, y compris dans la communauté scientifique, que les opérations de génie climatique endommageraient la couche d'ozone. Mais parce que la communauté scientifique trahit la race humaine et toute l'architecture de vie, elle n'admet pas que ces opérations ont été déployées depuis longtemps et détruisent la couche d'ozone. Et quand les gens sentent l'intensité du soleil sur leur peau, ce n'est pas leur imagination. Les radiations ultraviolettes extrêmes tuent le plancton. Les populations de plancton sont en chute libre à l'heure actuelle. Le plancton est la plus grande source d'oxygène de la Terre. Pas de plancton, pas d'humains. L'ingénierie climatique, dans toutes les directions imaginables, enfonce les clous de notre cercle collectif.